Dans le podcast AWS en français, on parle de Green IT, d'informatique verte, le cloud qui vous rend plus vert. C'est le podcast AWS en français, c'est parti et c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. C'est vendredi matin, tous les vendredis matins, dans toutes les bonnes applications de podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify, Google, Apple et tous les autres. Vous le savez, une semaine sur deux, j'ai le plaisir d'accueillir des invités et je n'y manque pas cette semaine, puisque pour parler de Green IT, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Fulop, qui est VP Cloud Operations chez Thales Digital Identity, et Philippe Demaison, qui est le responsable de la durabilité, du développement vert dans le cloud AWS chez AWS France. Vous l'avez peut-être déjà vu parler Green IT au Summit notamment de Paris. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, Philippe. Je peux dire que tu es le grand monsieur vert, le grand bonhomme vert d'AWS. Patrick, Philippe, merci d'être là. On va aborder dans cet épisode 5 façons d'être plus vert dans le cloud. Patrick, pourquoi le cloud est plus vert que l'informatique on-premises? Oui, bonjour Sébastien, bonjour Philippe. En règle générale, ce que dit AWS, c'est que le cloud public est plus vert d'au moins 5 fois le cloud privé. Oui, c'est ce que je constate. C'est ce que je constate dans la réalité et dans ce qu'on peut évaluer comme migration, et pour un certain nombre de raisons. Donc, pour rentrer un petit peu dans le sujet, le cloud privé, j'ai commencé ma carrière dans le cloud privé, ça a accompagné le développement des déploiements de flottes de PC dans les grandes entreprises. Le cloud public est beaucoup plus massif. Il est là pour accompagner les flottes de smartphones, et on parle d'un ordre de valeur qui est beaucoup plus grand, et c'est pour traiter des volumes beaucoup plus importants. Donc, qu'est-ce qui différencie vraiment le cloud privé du cloud public? Moi, ce que j'ai vu qui était vraiment le point majeur, c'est quelle que soit notre capacité à faire du cloud privé, on peut en faire des très bons, c'est vraiment le taux de remplissage. C'est très difficile pour un data center privé de dépasser 15% de taux de remplissage effectif. Alors, on 15%? va me dire bien, wow. C'est très peu, parce que quand on construit un cloud privé, aujourd'hui déjà personne n'a de bonnes raisons de construire un cloud privé réellement. En général, en location, un vendeur type Equinix pour le faire, on évite de le créer soi-même, même si dans le passé j'ai travaillé chez Engie, donc on construisait des data centers pour ceux qui le souhaitaient, mais c'était plutôt des grands data centers. Donc en général déjà il vaut mieux mutualiser. Et quand on construit une cage dans une colocation, typiquement on réserve un espace au sol dans la salle blanche avec la clim et le courant et les inductions, le point de présence qui est prévu par le vendeur. On est obligé déjà de prévoir de la place. Parce que la data center, quand on crée un data center, et j'en ai créé quelques dizaines dans mon expérience, il faut d'abord poser un operating model qui fonctionne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire anticiper à la place. On remplit jamais un data center dès le début, parce que si on le remplit, après, quand on va avoir des générations de machines qui vont arriver, en général on construit un data center pour 10 ans, donc il faut prévoir au moins un tiers de la place libre sur le sol pour être capable d'avoir de la capacité. En plus, on spécialise les racks. En général, c'est très rare qu'on mette les machines au fur et à mesure, quel que soit donc le rack, c'est l'étagère sur lequel on met les serveurs qui est standardisé. On remplit ça de façon à peu près logique. On met en général les clusters de virtualisation d'un côté, le stockage d'un autre. Et quand on doit changer les pièces, on évite les jeux de taquin, parce que c'est très difficile de bouger les machines. On ne le fait pas pratiquement. On ajoute des machines et ensuite on enlève. Donc déjà, ça explique une grande partie de la place au sol qui est libre. Donc ça veut dire qu'on est déjà à 30% de remplissage. Puis en plus, on met des équipements qui sont en général spécialisés. Donc ça veut dire que on a par exemple un firewall. Le firewall, il y en a en général en mode actif-passif. Donc on est obligé de prévoir le double de la capacité. À peu près pareil pour le stockage, pour les clusters. On spécialise les clusters. Par exemple, quand on a des licences Oracle, on est bien obligé, ça existait il y a 15 ans, on est bien obligé de mettre ça dans des clusters spécialisés. Quand on a des licences qui sont autonomes de CPU, il faut spécialiser ça. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de gâchis dans le taux de remplissage. Et puis on achète plus de capacité que nécessaire pour pouvoir tenir les pics, là où l'élasticité du cloud permet d'ajuster exactement. Exactement. Et donc, en termes pour bien comprendre le sujet, quand on a un data center, on a des trous partout. Ne serait-ce que, par exemple, le développeur qui est devant son code, il va publier sur un landscape de développement.
évidemment, on partitionne le développement, l'intégration, pré-prod, prod, et tout ça, ça fait des trous dans tous les sens. Donc, un data center, même bien géré, dès qu'il est un petit peu mutualisé, il y a des trous partout. La grande différence que j'ai constatée avec le cloud public, alors c'est rare d'en visiter, j'ai eu la chance d'en visiter quelques-uns, c'est que les machines sont extrêmement standardisées. On est sur des assets où justement tout est virtualisé. Les clients sont virtualisés dans les capacités. Et le vendeur de cloud public déjà, il est bon dans sa capacité à gérer ça. Il a un niveau de professionnalisation qui est très difficile à obtenir dans le cloud privé parce qu'il a une masse critique, qui a un effet de seuil. Et puis surtout, il a la possibilité, et on va parler un petit peu un peu après dans les aspects de modernisation, c'est les workloads qu'on lui confie. On confie plus maintenant des VM à un vendeur de cloud privé. C'est très rare. Le C2, c'est un peu notre legacy. On le fait quand vraiment on n'a plus le choix. Mais aujourd'hui, on confie des containers ou des containers en serverless. Et ça donne des éléments qui sont beaucoup plus petits, qui permettent au vendeur de bien optimiser sa place au sol et son remplissage, et de remplir au taquet son taux de remplissage. Donc on passe de 15% à 60%, 80% effectif. On peut mesurer ça, Philippe. On a fait des études où certains de nos partenaires ont fait des études qui montrent le taux. Je parle pas de taux de remplissage, mais je sais pas comment on dit, l'efficacité. L'efficacité, exactement. Alors oui, effectivement, le facteur 5 dont parlait Patrick tout à l'heure, il a été en fait mis en avant dans plusieurs études, dont une qui est l'étude du 451 Research, qui a été fait d'ailleurs sur 3 plaques, la plaque américaine, la plaque Asie et la plaque Europe. Donc la plaque Europe, c'était en 2021 et c'était 300 clients pour lesquels en fait on a fait des études, on est allé les voir un par un et par application on a regardé ce que ça donnait en termes de consommation électrique dans un data center privé et sur le cloud AWS. Et on retrouve effectivement ce facteur 5 en Europe, et alors qui s'explique, comme l'a très bien expliqué Patrick, donc ce que lui appelle le gruyère. Moi, j'appelle ça en fait le transport en commun de l'IT, c'est-à-dire que le cloud, on va massifier et on va mettre en commun des ressources. C'est aussi simple que ça. C'est une des raisons, c'est pas la principale. C'est pas la principale. C'est pas la seule et unique. Il y a quand même aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'éco-design du hardware en lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, quasiment depuis le début, donc depuis 2006, très rapidement, nous nous sommes rendus compte que travailler avec du matériel au niveau des serveurs, au niveau du stockage, au niveau du réseau, avec du matériel du marché n'était pas adéquat. Alors, j'aimerais bien personnellement que ce soit pour des raisons d'écologie et d'environnement. La raison principale, Seb, tu la connais, tu travailles chez AWS. Non, c'est la sécurité. C'est la sécurité parce qu'effectivement, cette sécurité, c'est la confier à un tiers, c'est toujours un peu embêtant, surtout sur des correctifs ou ce genre de choses. Et très rapidement, tant qu'à faire de concevoir, j'ai pas dit fabriquer, j'ai dit concevoir, donc concevoir l'ensemble de ces hardware, on a travaillé sur de l'informatique maigre, comme je dis, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que ça consomme le moins possible, que ça soit le plus efficace possible, puis aussi d'un point de vue sécurité, qu'on ait la moins de surface d'attaque la plus petite possible. Et ce qui fait que dans l'ADN même du cloud, au-delà même du transport en commun, on a aussi cette logique d'informatique maigre et qui fait qu'on retrouve ce facteur 5. Et donc je vous ai promis 5 leçons dans ce podcast pour être plus vert. La première, c'est simplement aller dans le cloud sans rien changer. On fait un lift and shift. Déjà ça, on est plus vert. Patrick, c'est ce que tu observes? Oui, c'est ce qu'on a défini comme stratégie. C'est-à-dire ça, c'est notre première règle et qui est inéquivoque. C'est je suis arrivé chez Thales Digital Identity and Security en 2020 et assez vite, en 2021, on a choisi un cap avec nos business lines, partie telco, bancaire et gouvernementale. C'est d'aller vers le cloud public complètement. C'est-à-dire d'enlever le data center privé. Parce que le gain ne se mesure que lorsqu'on enlève effectivement le data center privé. Oui, sinon on a 2 coûts qui s'additionnent. Il y a le double run, déjà, le temps qu'on migre, parce qu'on ne migre pas comme ça en 3 minutes. C'est évidemment, il faut se coordonner avec les clients, on a des engagements à tenir et on doit avoir une acceptation explicite de nos clients par rapport aux données qu'ils nous confient pour les SaaS que l'on opère. Donc ça prend du temps, et ça prend quelques années, mais ça se fait rapidement. On est en train de finir, on a déjà déplacé plus de 90% pour ce qui concerne notre GBU. Et dans le data center privé, c'est facile à mesurer. Quand on a un data center privé en propre, on en a un. Il y a le compteur à l'entrée, il suffit d'aller relever le compteur. Quasiment.
Oui, si on parle des scopes rapidement, le scope 1, nous, ça n'existe pas. On n'utilise pas, on a un petit peu de gasoil pour les groupes électrogènes, mais c'est tout. Donc, nous, c'est quasiment inexistant, le scope 1 dans le digital. Par contre, le scope 2, c'est l'énergie que l'on consomme. Bon, en France, on est bien équipé, on a de l'énergie qui est décarbonée, on a des grilles qui sont efficaces. Donc là, on a la facture électrique pour l'ensemble du site. Puis après, on voit bien au niveau de ce qui rentre dans la salle blanche avec les clim et chaque rack, chaque PDU, les alimentations qui sont les racks, c'est piloté, on sait exactement quel équipement on consomme. Et on voit en fonction de la charge des machines exactement en temps réel. Et on est capable de faire des dashboards sur Grafana. On a tout ça. Donc ça nous donne vraiment une mesure précise. Bon, dans le data center public, c'est pas la même chose. Dans le data center public, dans le cloud public, on a un délégataire. Donc, il faut lui faire confiance déjà. Et il faut qu'il nous donne des mesures. Donc, la mesure, elle peut être à certains niveaux. Je sais que Amazon est très bon pour mesurer. Après, la question, c'est est-ce qu'ils peuvent nous donner toute l'exhaustivité des mesures? Donc, il y a un certain nombre d'outils. Nous, ce que l'on a fait pour ça, c'est j'avais la chance d'avoir une équipe FinOps qui était déjà très efficace, qui faisait déjà un rapport mensuel à chaque responsable applicatif par rapport à la partie FinOps. Donc, on a développé plutôt ce qu'on appelle le Carbo FinOps. C'est le fait de lier la donnée financière et la consommation carbone estimée. Donc, c'est pas de la mesure, c'est plutôt de l'évaluation parce que les ordres de précision sont très larges. Hein. C'est difficile d'être à quelques pourcents près, on est plutôt à quelques dizaines de pourcents près. Et donc, on a vraiment avancé là-dessus. On a vraiment, pour l'évaluation, on est vraiment capable de fournir un outil. Au début, on avait commencé par un outil du marché. Typiquement, c'était un outil comme Cloud Elf de VMware, qui est un bon outil, mais qui avait certaines limites pour faire le FinOps et qui représente ces limites nous embêtaient. Il ne faisait pas la partie green. Donc, on a choisi de sortir d'un outil de marché, de passer dans une stratégie make, pour plutôt produire notre propre outil, pour intégrer différentes sources. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable, entre les différents clouds publics que l'on utilise, puisque chacun fournit des mesures un petit peu différentes, de combiner et de se dire, tiens, si Google mesure comme ça et qu'on n'a pas la mesure équivalente chez Amazon, on peut rétro-calculer quelque part Amazon. Avec l'expérience qu'on avait sur le cloud privé aussi, on peut faire pareil. On se disait, tiens, ce type de machine, ça occupait à peu près ça. Ça représente à peu près la t-shirt size qu'on avait sur AWS, c'est à peu près le même type de CPU. Donc voilà ce que l'on a. On peut s'appuyer aussi sur les outils du marché, les Boa Vista, les Carbon Footprint Calculator qui existent sur le marché, qui sont très bien aussi, et qui nous donnent pour le scope 2 des bonnes mesures. Et maintenant, avec les vendeurs, on commence à avoir des mesures. Donc là, c'est pour ça qu'on compte sur le cloud public, c'est d'avoir les mesures du scope 3, parce que ça, c'est très difficile d'avoir la chaîne amont et la chaîne aval de la construction de matériel et l'évaluation. Ça demande un effet de seuil de capacité à calculer ça. Donc ça, vous êtes très bien équipés, ça nous aide. Parce que ça nous permet d'estimer qu'aujourd'hui, dans le digital, ce qu'on voit dans les data centers ou dans le cloud public, c'est que le scope 2 est à peu près la moitié du scope 3. Moi, je pensais plutôt que le scope 3 représenterait 3 à 4 fois ce qu'on a dans le scope 2, mais c'est ce qu'on mesure. Et c'est ce qu'on mesure de façon tangible. Par exemple, l'année dernière, on a migré un des opérateurs tier 1 américain Telecom. Ce qu'on a vu, c'était que la même application qui passait du cloud privé où on était à peu près à 20 mégawattheures par mois 20 mégawattheures par mois de consommation. Quand on est passé dans le cloud public, ça a été divisé à peu près par 3 pour le scope 2. Alors pourquoi par 3 et pas par 5? Parce que je vous ai dit en règle générale. J'allais poser la question. Règle générale qui est vraie en général, mais qui est fausse en particulier. Ouais. Parce que évidemment, quand on migre une infrastructure, on fait pas du rehost, on fait du replatform, enfin on optimise. Et donc, il y a un effet rebond. On en profite pour améliorer le DRP, le actif-actif. On améliore les équipements, on améliore la scalabilité, on se prépare pour les nouveaux seuils. Donc, on ne voit pas tout de suite le gain x3. Quand on a x3, on n'a pas x5. L'effet rebond, c'est le fameux paradoxe de l'économiste anglais Jevon qui dit que quand une ressource rare devient moins rare, on commence à l'utiliser plus. Et donc, on compense finalement le gain et on utilise plus que prévu. Philippe, je voulais rebondir sur quelque chose que Patrick a dit aussi. On a parlé de densité des workloads, tu as parlé du matériel aussi, mais chez AWS, ça va beaucoup plus loin. C'est aussi dans la construction des data centers. Je me souviens d'un talk une année à reInvent où on parlait du béton dans les murs, de la récupération d'eau également. Ce sont des choses sur lesquelles les cloud providers travaillent également. Exactement. Et effectivement, on se concentre beaucoup sur la partie énergétique. C'est important. Et d'ailleurs, les crises énergétiques ces derniers temps nous ont bien montré la difficulté.
mais en fait, il y a pas que le critère carbone. Donc aujourd'hui, l'eau, tu en as parlé, est un critère extrêmement important. Et il faut savoir que depuis quelques années, on utilise quand même de moins en moins les climatiseurs dans les data centers, puisqu'en termes justement d'efficacité de refroidissement, on travaille déjà avec ce qu'on appelle du free air cooling, donc en fait tout simplement des couloirs d'air avec l'air extérieur, et puis on utilise ce qu'on appelle l'evaporative cooling. Donc l'evaporative cooling, c'est on utilise une des capacités que l'eau a, dès lors que en fait elle s'évapore, il y a une logique de baisse de la température. Voilà. Donc en fait, ce sont des flux d'air qui vont passer à travers des barrières d'eau qui sont sous forme de coussins et qui vont en fait refroidir donc le data center de manière bien plus efficace d'un point de vue énergétique. Mais par contre, c'est bien beau, mais après il y a l'eau. Comment on fait pour gérer l'eau? Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces mécanismes d'évaporative cooling, donc ce sont des choses que l'on met en place petit à petit au niveau mondial dans l'ensemble des data centers. Et donc, cette logique-là fait qu'on a aujourd'hui, par exemple, si je prends Dublin, qui reste quand même une région assez massive en Europe, donc la plus proche de chez nous, 95% de l'année, on n'utilise pas d'eau du tout. Le free air cooling suffit. Et dans les 5% du temps qui reste, eh bien, on va consommer l'eau, en fait, de l'équivalent de 8 foyers irlandais de consommation annuelle. Donc, ça veut dire que, grosso modo, aujourd'hui, on a des mécanismes qui permettent d'arriver à conjuguer, en fait, de l'eau en termes de consommation qui reste assez, minime, et aussi une consommation énergétique pour tout ce qui est climatiseur qui baisse. Donc oui, ça c'est déjà le premier élément. Après l'énergie, l'eau c'est vraiment quelque chose qui est très important. Certains data centers lors des étés ont été de nos confrères ont dû s'arrêter à cause de ces problématiques d'eau qui n'étaient pas disponibles. Et après, tu l'as dit, au-delà des serveurs, qu'est-ce que c'est qu'un data center? Ce sont des murs avec des serveurs dedans. Donc, j'ai parlé des serveurs, on les éco-conçoit. Et en ce qui concerne les murs, en fait, là, si on prend sur l'année 2023, on a construit 43 data centers dans le monde. Et pour chacun d'eux, en fait, sur la partie du béton, on utilise du béton bas carbone. Donc c'est à peu près 40% d'émissions en moins. Il faut savoir que le béton et le ciment c'est quelque chose d'assez émetteur, donc 40% c'est quelque chose de très important. On a même investi dans des startups telles Carbon Cure, société canadienne, pour justement qui travaille sur ce béton bas carbone. Et puis le deuxième composant c'est l'acier. Et là on travaille sur de l'acier recyclé qui lui cette fois-ci on utilise 5 fois moins, enfin on émet 5 fois moins de carbone en utilisant ce type d'acier. Donc oui, on essaie de travailler sur tous les axes, donc que ce soit effectivement la partie des serveurs, les murs et l'eau. Patrick? Oui, je trouve ça très remarquable ce que font les vendeurs de cloud public et notamment AWS, comme l'explique Philippe. Parce que par exemple, dans notre démarche, nous, on a, quand on maîtrise bien, par exemple, le cloud privé, on a un effet négatif. C'est que, par exemple, on mesure très bien l'électricité, mais on est complètement dénué de capacité pour mesurer l'eau, la qualité des matériaux, etc. Parce qu'on ne maîtrise pas de la même façon qu'un AWS qui achète des millions de serveurs, la façon dont c'est construit, la façon dont le bâtiment est fait. Donc, je disais un mur avec des serveurs, mais moi, j'appelle ça des fours dans un frigo, quoi. Donc, c'est déjà le fait de ne pas avoir de frigo autour et d'utiliser le free cooling, c'est déjà un énorme gain. Donc, le fait de massifier, de ne pas avoir ces cycles de vie à gérer et ce taux de remplissage, c'est effectivement beaucoup plus efficace. Donc, moi, je compte beaucoup dans notre stratégie, on a choisi de se focaliser sur l'énergie, parce que ça, c'est la mesure physique qu'on peut mesurer. Donc, on se base toujours sur le kilowattheure plus que sur le CO2, qui est une extrapolation par rapport à l'usage de la grille, de la façon dont la grille est efficace ou pas. Et c'est toujours des moyennes de moyennes. Ayant travaillé chez un énergéticien, c'est très difficile de dire que le CO2 réel correspond à celui consommé. Donc, l'idée, c'est de se focaliser, nous, dans nos capacités, c'est le choix qu'on a fait de se focaliser sur l'énergie. Et bien sûr, dès que les vendeurs de cloud public sont capables de mettre à disposition d'autres niveaux de mesure, bien sûr, on les utilisera et on les répercutera pour donner l'analyse d'impact. Tu as parlé du FinOps tout à l'heure. Est-ce que le coût est un bon proxy pour mesurer l'impact énergétique? Parce que notre structure de prix est faite de telle façon à ce que si quelque chose consomme moins de ressources chez nous, c'est moins cher pour vous. Donc on essaye d'inciter ainsi les bons comportements ou les comportements vertueux via le prix. Je ne sais pas qui peut répondre à la question, Patrick, Philippe ou les deux. Est-ce que le coût seul, c'est un bon proxy?
Je pense que oui. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. C'est du win-win en fait. C'est-à-dire que on doit être frugaux dans la façon dont on utilise les ressources que vous mettez à disposition, et vous avez tout intérêt à minimiser effectivement les impacts. Donc, je pense que oui. Je dirais que ils sont bien sûr qu'ils sont corrélés. D'ailleurs, je ne vais pas dire l'inverse de ce qu'a dit Werner Vogel, notre bien-aimé CTO. Le frugal architecte. Voilà, le frugal architecte, et qui met en avant effectivement ce coup comme étant un bon proxy. Alors, ils sont cousins, le FinOps et le GreenOps, ils sont cousins, clairement. Par contre, ils ne sont pas frères jumeaux. C'est-à-dire qu'il y a quelques cas où, en fait, le coût peut être un ennemi. C'est-à-dire que, par exemple, on va retrouver des régions AWS où, économiquement parlant, l'endroit où c'est situé, c'est moins cher. Par contre, la grille, la fameuse grille, et le fait que cette grille soit carbonée ou pas, n'est pas en adéquation avec le coût. C'est-à-dire qu'on peut se mettre, par exemple, dans certaines régions aux États-Unis, où ça va être moins cher qu'en Europe. Par contre, la partie purement CO2 liée à la grille électrique de la région, c'est pas à la hauteur. Donc, mis à part ces quelques cas, oui, on peut considérer qu'ils sont cousins. Oui, parce que dans le coût qu'on expose à nos clients, il y a aussi le coût du terrain, le coût des salaires, etc., la main d'œuvre, et donc tout ça, voilà, c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc, 5 façons d'être plus vert. La première, on l'a bien compris, move to cloud, déplacer vos workloads dans le cloud, les clouds publics. Que celui d'AWS d'ailleurs, les clouds publics sont plus efficaces en énergie que les clouds privés. Deuxième point, la modernisation des applications. Tu en as touché un bref mot un moment, Patrick, pendant que tu parlais également. On va transformer ces workloads. De quoi il s'agit ? Oui, la modernisation pour moi, c'est ma conviction, elle a un effet bénéfique. Donc aujourd'hui, quand on parle de cloud public, on a tendance à dire on va opposer cloud public et cloud privé. Le cloud public, en fait, il y a différentes générations qui cohabitent de cloud public. Il y avait au début ce qui a créé avant la décennie 2010 le cloud public de type EC2, ça c'est le cloud public quasiment legacy. En fait, quand on n'a pas le choix, quand on a un logiciel qui ne tourne pas autrement, on est obligé de le faire tourner en EC2. Bon, très bien, ça c'est la VM. La VM, ça oblige à garder des compétences et des équipes pour le patcher, pour le maintenir, etc. et pour faire l'ops du DevOps. Après, la deuxième génération, c'est les containers. À partir de 2015, toute l'envolée, le développement du Kubernetes. Donc ça a un énorme avantage pour les opérateurs de data center, dont ceux du cloud public. C'est qu'effectivement, la taille d'un container, en général, elle est entre 10 fois moins et 100 fois moindre qu'une VM. Qu'une VM. Et donc là, on a un intérêt évident. C'est que, alors quand on est dans le cloud privé, on le voit pas trop, parce qu'en général, on met des fermes de Kubernetes à part. Alors on peut réutiliser des clusters VMware, bien sûr, mais en général, on fait ça bien, on met des clusters à part pour ça, ces nouveaux types de workload. Alors que dans le cloud public, ce qu'on imagine, c'est que sur les hyperviseurs du vendeur, il remplit ses serveurs avec des VM d'abord, et puis là où il a des trous, il met des containers, et globalement, ça lui permet d'optimiser. Parce que ce qui est intéressant au niveau d'un serveur, si on parle un petit peu technique du serveur, c'est que un serveur de type classique dans un data center, il a par exemple 1 ou 2 CPU, rarement plus, physiques, qui consomment à peu près 200-250 watts. Et après, ce qui consomme, c'est la RAM. Donc les barrettes de RAM, chaque barrette de RAM, ça consomme quelques watts. Là, je parle de puissance. Donc on est sur une consommation d'un serveur d'à peu près 400-500 watts dans la plage d'utilisation idéale. Parce que le serveur, quand il est allumé, même s'il a rien qui tourne dessus, il consomme 100 watts. Donc là, il faut déjà chauffer le silicium, la puce silicium, il faut la chauffer. Donc déjà, on commence à perdre pas mal d'énergie. Et après, s'il encaisse des workloads dessus et qu'il monte à 70-80%, là, il est dans la plage d'utilisation idéale. S'il monte à 100%, il n'est pas dans la plage d'utilisation idéale. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le cloud nous permet de virtualiser ça, de dire tiens, on va être dans la plage, on va découper en virtualisation, on va mettre les workloads et on va les replacer dynamiquement en fonction de là où ça nous permet d'amener chaque serveur à peu près 80% d'usage, qui est la meilleure plage d'utilisation, qui évite les saturations mais qui donne quand même le maximum d'utilisation. Meilleur rendement, c'est ça ? Voilà, c'est exactement ça. C'est l'efficacité qu'on va chercher. Et ça se permet ce qui est très bien, c'est quand on est dans un cloud public, c'est que l'opérateur du cloud public, lui, il dispose de tous ses workloads et il est capable de les redisposer dynamiquement. Donc, il est capable de combler ses trous et de remplir bien chaque machine à l'intérieur de son data center qui est déjà bien rempli.
Donc ça c'est une force intéressante. Et nous, pour l'aider, on doit faire de la modernisation. C'est-à-dire qu'évidemment, on doit éviter le C2, parce que ça, c'est les gros morceaux qui sont comme quand on remplit un bol. En fait, les gros cailloux, c'est facile à remplir. Puis après, on met les moyens cailloux, c'est le container. Et puis le petit... Les grains de sable. C'est le serverless. Il y a un container, en fait, mais qui est démarré à la demande uniquement quand il y en a besoin par rapport à un trigger qui est géré par le vendeur de cloud. Et là, ça nous permet effectivement d'avoir la meilleure combinatoire. Déjà parce que on sait qu'une application moderne à base de containers, ça commence déjà à devenir un petit peu legacy certaines fois, mais c'est le temps qui avance. Hein. Mais le serverless montre tout à fait l'élasticité puisqu'on est utilisé, on ne paye et on invoque la charge de travail que lorsqu'elle est utile. Et ça nous permet de bien suivre la courbe de besoin, à condition que l'application, évidemment, soit taillée pour. Et c'est là où il y a un curseur, un trade-off. Nous, on évite, dans notre stratégie, évidemment, le rehost. On évite de faire du lift and shift mécanique. Je crois que ça ne m'est arrivé qu'une seule fois dans ce que j'ai vu ici. Et évidemment, le mieux, c'est de faire au moins un RAW platforming, mais le mieux, c'est évidemment de faire un redesign ou un recode de l'application pour être évidemment en event-driven serverless. C'est là où on voit des gains qui sont spectaculaires. Et c'est ce qui rapporte le plus aux clients aussi. Enfin, je veux dire, pour prendre avantage du cloud, que ce soit en matière d'élasticité, en matière de sécurité ou en matière de coût, c'est en allant vers le serverless. Moi, j'ai une position un peu provocante en disant Docker, comme tu l'as dit, Docker, c'est du legacy. C'est une phase intermédiaire entre la VM et le serverless. À un moment, on arrivera au serverless. Quand on parle stratégie Green IT ou durabilité, Philippe, avec nos clients, le serverless, c'est un point de discussion également. C'est un point de discussion essentiel. En fait, tout à l'heure, je parlais du transport en commun de l'IT. On va dire que EC2, ça pourrait être du covoiturage. C'est-à-dire que finalement, on utilise la même chose qu'avant, simplement, mais plus de personnes dans la voiture, quoi. Mais ensuite, après, il y a heureusement, il y a plein d'autres. Voilà, donc on va dire que les containers, ça va être le car, hein, et puis le serverless, le lambda, ça va être le train. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est d'arriver toujours à avoir un taux de remplissage qui soit le plus effectif. Et de travailler en fait aussi sur les services. Moi, j'ai pas de wagon restaurant dans ma voiture de covoiturage, donc c'est aussi travailler aussi sur le fait que y ait des meilleurs services dès lors qu'on va sur des choses où on va mettre de plus en plus en commun. Donc ça fait partie à la fois du discours, mais de la vision que l'on doit mettre en place. Donc qui dit Green IT, en fait, il y a vraiment bon, je pense que la plupart des auditeurs connaissent le modèle de responsabilité partagée, hein, qu'on prône depuis maintenant plus de 10 ans en France chez AWS. Donc, c'est le fait que chacun est responsable d'une partie. Donc, on parle souvent effectivement de responsabilité partagée au niveau de la sécurité. Hein. Donc, il se trouve qu'AWS en est responsable de la sécurité du cloud. Donc, grosso modo, le firewall, les groupes de sécurité, les NACL, c'est nous. Et après, le fait que le client, lui, il est responsable de la sécurité dans le cloud, et c'est lui qui met les règles des groupes de sécurité et des NACL. Mais en fait, dans le développement durable, c'est exactement la même chose. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on est responsable de la durabilité du cloud. Donc, le fait qu'on n'utilise pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'eau, qu'on construise des data centers d'une certaine manière, tout ça, ce sont des éléments qui nous incombent. Et par contre, la façon dont c'est utilisé, les usages, bien ça, on accompagne les clients au travers de ça. Et bien, ça repose sur les épaules du client. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé le fameux Well Architected Framework, hein, donc, dont on fait des revues, hein, donc le fameux WAF. Eh bien, depuis maintenant 3 ans, on a rajouté un pilier supplémentaire, un pilier Sustainability, un pilier développement durable, pour justement aider nos clients à prendre les bonnes décisions d'un point de vue architecture et à prendre le bon transport en commun. Patrick ? Oui, je suis totalement d'accord avec ça. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, hein, de suivre ces piliers. Bon, 2 remarques quand même. Là, on est en train de parler de green. Donc, évidemment, quand je disais le container, évidemment, le but, c'est d'aller au-delà, c'est d'aller au serverless. C'est toujours un curseur et un compromis. Parce que, évidemment, si on a un client ou un marché, typiquement, je pense au marché des tiers 1 dans les telcos, on a besoin de portabilité. On a besoin, le client nous demande de mettre ça, notre application, notre SaaS, de le mettre dans son data center, s'il le gère en propre, s'il a des questions de data residency ou de besoin de contrôler lui-même le workload, ou bien dans son compte cloud.
Et donc là, on est obligé de rester à des architectures de type container. Donc c'est pas forcément. Nous, on travaille d'abord pour le client final. On travaille pas pour nous. C'est pas du techno-push. Donc l'idée, c'est de coller aux besoins. Donc effectivement, il y a toujours un compromis. Nous, dans la dimension green, en tant que porte-parole de l'équipe là sur le green, évidemment, j'encourage le serverless parce que c'est là où on a un gain. Je parlais de 5 fois entre le data center public et privé. Quand on a une architecture moderne de type container, on consomme 5 fois moins aussi qu'une architecture VM en règle générale, hein, toujours. Hein, sur une application donnée, c'est faux, mais c'est ce qu'on constate. Et puis sur une application serverless, c'est pareil, on a le même type de gain. Donc on a encore une échelle de 5 fois. Donc on voit que c'est exponentiel le gain. Par contre, l'effort de développement pour être capable de passer d'une architecture classique ancienne à une architecture de type event-driven, il est énorme. Donc c'est là où il y a toujours des barrières à l'entrée et qui peuvent se combiner avec d'autres critères comme la souveraineté qui sont pas du tout les mêmes prismes. Bon, ça c'est le premier truc, ça c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a demain ? Demain, on a un nouveau type de data center qui arrive. On a la GenAI qui arrive. Donc, je parlais tout à l'heure du serveur qui consommait 400-500 watts. Le problème, c'est que si on garde dans la GenAI, on repose massivement sur des calculs parallèles, donc type NVIDIA ou d'autres fournis par AWS, et ça c'est très intéressant. C'est des CPU des GPU, ou des TPU qui consomment 1000 watts. 1000 watts en instantané. Donc ça veut dire que dans un serveur, on a 2 fois ou 4 fois ou 8 fois 1000 watts. Donc c'est plus du tout les mêmes besoins en termes énergétiques par serveur. La densité, elle augmente follement, à tel point que si on fait des calculs un petit peu pointus et qu'on regarde un petit peu dans les data centers remplis des racks de NVIDIA, qu'on les met côte à côte parce qu'on a des besoins de latence pour faire du training. Et puis surtout, c'est un nouveau type de data center. C'est-à-dire que les modèles qui sont entraînés, ils sont entraînés pendant plusieurs semaines de suite. On n'a jamais eu des data centers qui tournaient à 100% du temps, à 100% de la capacité. Ça n'existait pas. Dans les workloads, on avait toujours dans nos charges de travail, on avait toujours une variation en fonction de la nuit, en fonction de l'activité, du SaaS, etc. Là, non. Quand on traîne un modèle, je parle en franglais, quand on forme un modèle, on le forme pendant plusieurs semaines de suite et les machines tournent à 100% pour traiter l'ensemble des données. Et donc là, on est sur des telles densités électriques que l'air peut conduire l'électricité. C'est-à-dire qu'entre les racks, il y a tellement d'énergie qui se transporte. Hein. On dit qu'il y a un mouvement des électrons, c'est fou en fait, on transporte des champs électromagnétiques. Donc on peut créer des arcs électriques entre les racks. Donc ça veut dire que les gens doivent se déplacer en combinaison. Donc ça, c'est typiquement des capacités qui vont arriver à grande échelle et dont on va dépendre de la capacité de quelques vendeurs à maîtriser ces technologies, ces nouveaux types de data centers. Et c'est ça qu'on va plus tard consommer. Donc c'est là où dans la modernisation, on est obligé de prendre ça en compte pour voir, et c'est pour ça que c'est important de moderniser et de voir comment on délègue ces types de capacités qui a demandé un seuil critique et un effet de maîtrise qui est difficile à atteindre. Dans cet épisode du podcast AWS en français, 5 façons d'être plus vert. Le premier, c'est de déplacer vos workloads dans le cloud. Le deuxième, c'est de moderniser vos workloads, aller vers le serverless quand c'est possible. Patrick t'a bien expliqué que c'est pas toujours possible. Il faut aussi s'adapter aux besoins du client. Le troisième, c'est d'utiliser le matériel mis à disposition par le vendeur. Et je rebondis sur ce que Philippe a dit. Il y a ce que le vendeur fait et puis il y a ce que le client fait avec le matériel offert par le vendeur. Et depuis quelques années, on voit des nouveaux types de CPU qui apparaissent, basés sur des architectures ARM. Ça a été très populaire d'abord dans les téléphones portables avec Apple, et puis c'est arrivé dans les data centers. Patrick, t'en as touché un mot aussi en parlant des processeurs spécialisés pour l'entraînement de l'apprentissage machine. En quoi ça joue pour l'aspect green également, Philippe, le choix des processeurs? Alors ça, c'est un élément extrêmement important parce que c'est vrai que on est dans un mode qui s'est commoditisé, uniformisé énormément au niveau des processeurs. Hein. Donc tous les processeurs étaient de type x64. Hein, et après, on s'est plus posé trop de questions sur la partie énergétique. Alors il se trouve que nous, on a une particularité chez AWS, c'est que donc on a travaillé très rapidement, puis après on les a achetés donc avec l'entreprise Annapurna. Qui maintenant fait partie de la partie Annapurna Labs chez AWS et qui nous ont conçu ce merveilleux chip qu'on appelle Nitro, hein, donc qui est l'infrastructure hardware de la virtualisation des instances de nouvelle génération, qui apporte énormément d'éléments. Et comme toujours, le premier, c'est la sécurité. Et bien, sur cette base-là, on a appris comment faire des processeurs efficaces, et c'est là qu'est sortie donc la puce Graviton.
Donc Graviton a plusieurs générations et une des particularités de Graviton, c'est que effectivement c'est sur une souche de type technologique de type ARM, pardon. Et le gros avantage de cette technologie, c'est qu'elle consomme très peu. Et en plus, il se trouve que nous, on n'a pas 20 ans d'arriéré à mettre dans le silicone pour pouvoir faire qu'on soit compatible avec plein de choses. On démarre d'une page blanche, ce qui fait que, par exemple, Graviton 2, aujourd'hui, c'est à peu près de 2 à 3 fois pour exactement la même performance, 2 à 3 fois de consommation énergétique en moins. Et alors, Graviton 3, bien sûr, plus on monte dans les dans les générations et puis aussi dans les fréquences. Graviton 3, là, c'est 60% en moins. Donc, c'est quelque chose de vraiment essentiel dans cette logique-là. Et puis maintenant, on est à Graviton 4. Donc, en fait, au fur et à mesure, on a toute une gamme qui correspond aux besoins en termes de compute. Et puis, Patrick l'a bien dit, aujourd'hui, cette logique d'IA générative, GenAI pour les intimes, eh bien, en fait, il y a aussi véritablement une envolée en termes de consommation énergétique. C'est pour ça qu'en fait, on a créé 2 types de puces. Donc, AWS Trainium, comme son nom l'indique, c'est pour la partie apprentissage, et AWS Inferentia, qui travaille cette fois-ci sur la partie inférence. Et donc, si on prend par exemple Inferentia, c'est 54% d'énergie en moins sur la partie inférence. Donc aujourd'hui, ce sont des outils supplémentaires qu'on donne aux clients dans la partie de leur responsabilité dans le cloud et qui fait qu'on leur met à disposition ces éléments-là. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend par exemple les services managés, c'est toujours en fait aussi on essaye de mettre en place nous les règles de l'art tant dans la partie sécuritaire mais aussi dans la partie consommation, puisque finalement c'est un centre de coût pour nous, la consommation électrique. Eh bien, on se rend compte que on met à disposition, par exemple, un RDS avec du Graviton par défaut, ce qui est totalement transparent pour le client, puisqu'en fait, il ne voit rien en termes de performance. Par contre, c'est moins cher. Et là, pour le coup aussi, l'aspect du proxy avec la notion de prix est important. Oui, bien sûr. Mm-hmm. Donc, oui, il y a des solutions aujourd'hui. Ce sont des solutions que l'on a créées depuis longtemps. Et qui permettent aux clients, alors pour le coup sans aussi véritablement changer l'architecture, si ce n'est une recompilation quand c'est obligatoire, ou alors quand on travaille sur des langages émulés, ce qui n'est pas toujours une très bonne chose d'un point de vue purement efficacité. Il y a pas de recompilation. On en reparlera juste après des langages. Patrick, vous poussez vos clients aussi à aller vers des architectures ARM qui consomment moins d'énergie? Oui, déjà chez Thales Digital Identity and Security, on est convaincu par l'approche de faire ces chips. Nous, je sais pas si c'est connu, mais nous on fait à peu près 1 milliard de chips par an que l'on produit, que l'on vend. Donc nous on le fait principalement sur l'orientation sécurité. C'est par exemple vous achetez une carte bancaire, il y a un chip dessus, ça c'est nous qui le produisons. Donc le fait de maîtriser tout de bout en bout, on le fait d'abord pour la sécurité, pour être sûr qu'il n'y a pas d'externalisation et autres. Mm-hmm. Et évidemment, comme c'est un dispositif embarqué, on est extrêmement frugaux. Bon, mais ça c'est pour le client final. Nous, ce que l'on fait dans les SaaS qui permettent ces transactions et qui sont vendus après aux clients, c'est évidemment, on veut utiliser ces capacités. Et le problème, c'est la barrière à l'entrée. Par exemple, comme l'a dit Philippe, il y a des facilitations si on fait 2 choses. Si on utilise les services managés comme un RDS, effectivement, on n'a pas à se poser la question, pourvu qu'on ait une base à jour, parce que c'est la difficulté quand on utilise RDS, pourvu qu'on ait une base bien à jour et qu'on soit capable de la porter sur RDS, tout de suite, automatiquement, on va utiliser Graviton. Et là, on va bénéficier d'un gain qu'on constate tout de suite, soit financièrement ou green. Et aussi, quand on utilise, quand on fait nous-mêmes nos containers, on n'a pas le même gain que lorsqu'on fait du serverless où on délègue le code. Alors évidemment, il ne faut pas utiliser du serverless avec toutes les librairies comme n'importe soi-même, mais l'idée, c'est quand on transporte du code dans le serverless et que on délègue au vendeur la capacité de le faire tourner. Sur quoi il va le faire tourner? Il va le faire tourner sur du Graviton de base. Et c'est ça qui explique aussi un des gains du serverless par rapport à une technique x86 où on fait tourner nos containers, où on les assemble nous-mêmes et tout ça. La difficulté et la résistance au passage à ce type de capacité, c'est que nous, on a la difficulté, par exemple, si on veut faire tourner un Linux sur un Graviton, on va avoir sur une code base différente, on va s'assurer sur ARM par rapport à x86, donc on n'a pas le même écosystème, on n'a pas forcément le même support du vendeur. Pour les vendeurs majeurs, il n'y a pas de problème, mais pour les vendeurs un petit peu exotiques, c'est pas tout à fait la même supportabilité, donc on va prendre des risques. Quand un CPU sort d'usine d'Intel, il a une 50aine de bugs qui sont fixés par le logiciel, donc on voit que le suivi après la conception est très important.
c'est un petit peu pareil sur l'ARM. Quel est le niveau de risque qu'on va prendre par rapport au code qu'on va faire? Donc, c'est beaucoup plus confortable quand c'est assuré en vertical par un seul vendeur comme Amazon, qui dit, moi, je conçois le chip de design jusqu'à l'opération, je m'assure que tous les drivers sont à jour et je fais tourner ça. Et c'est ça qui nous permet, donc la modernisation vraiment nous permet d'utiliser ces capacités. Donc, on voit que les deux axes sont liés. La modernisation de capacités sont liés. Et effectivement, il faut avoir une stratégie d'ensemble. Et vous avez tous les deux mentionné les langages de programmation, c'est le 4e point que je souhaitais aborder avec vous également. Il y a des langages de programmation qui consomment plus d'énergie que d'autres. J'ai encore vu une étude récemment à ce sujet qui mettait Python, JavaScript, TypeScript en tête des plus gourmands, des plus consommateurs d'énergie. En général, ce sont les langages interprétés, tandis que les langages compilés, avec les plus efficaces, en général, on va retrouver le C, C++, mais aussi Rust, Go, Swift, tout ce qui est compilé plutôt dans le bas de l'échelle. Donc les développeurs, et si vous êtes développeur que vous les écoutez, vous avez une responsabilité quand vous écrivez votre code aussi. Qui commence? Philippe? Alors, juste pour donner quelques chiffres, alors tout dépend encore des études. Encore une fois, c'est pas gravé dans le marbre, mais pour donner les ordres de grandeur, sur exactement, je dirais le même type de serviceabilité du langage, effectivement, tu les as cités, C++, Rust sont en tête, mais il y a un rapport 75 avec du Python, d'accord? Donc c'est ça dont on parle. Donc pour faire effectuer la même chose. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que écrire en Rust ou en C, hein, mais par contre, on peut se poser la question de regarder quelles sont les librairies, par exemple, qui sont extrêmement utilisées et peut-être travailler à une portabilité du code vers du Rust, mais uniquement cette petite librairie qui va nous faire gagner beaucoup. Donc il y a pas de. L'idée, c'est pas que tout le monde fasse du Rust et uniquement du Rust, mais c'est aussi de réfléchir peut-être à une cohabitation des langages. Oui, mais je suis complètement dans cette ligne-là. Ce qu'on constate de manière réelle, c'est bon, évidemment, il y a un énorme legacy dans l'embarqué, par exemple sur le C ou C++ ou dans le Java. Ça, c'est ce qu'on a un petit peu dans notre legacy, mais aujourd'hui, il y a deux tendances importantes. La base, la lingua franca aujourd'hui du cloud, c'est Python. C'est aujourd'hui, tous les développeurs vont vite et maîtrisent très bien Python. Et puis, il y a ce à quoi je crois, c'est Rust. La capacité du langage Rust, qui est une des formes d'IA un petit peu oubliées. Pour moi, les langages formels comme Rust, qui viennent d'Ocaml, c'est vraiment une des façons les plus efficaces de programmer. Donc, c'est un des axes auxquels je crois beaucoup au futur. Mais c'est tellement difficile de programmer en Rust que c'est pas juste une petite librairie. Il faut vraiment que ce soit le cœur du système, ce qui est bien stabilisé. Et là, on n'a pas besoin de vélocité pour développer vite, parce que développer en Rust, c'est un enfer. Il faut former les développeurs. C'est pas du tout les mêmes cycles de montée en charge. C'est pas du tout les mêmes cycles de vélocité pour développer, pour livrer en prod. Donc, il faut, à mon avis, avoir la combinaison des deux. Bon, ça a été montré dans les années 90 que il valait mieux un bon développeur sur un mauvais langage que l'inverse. Donc, ça, j'y crois aussi. Donc, en fait, quand on parle du code, c'est bien d'avoir le bon outil, mais c'est mieux, et c'est là où le cloud nous aide beaucoup, parce que le cloud a massifié les chaînes CI/CD qui n'ont pas été créées dans le cloud, mais qui venaient d'avant, mais qui ont pu se développer vraiment dans le cloud. L'axe que l'on voit le plus intéressant, c'est quand on a une chaîne CI/CD unifiée. Par exemple, c'est ce qu'on fait avec mon équipe, on fournit au business line une chaîne CI/CD à grande échelle. On a plus d'1 millier d'utilisateurs à peu près par mois qui utilisent ça. Dans une chaîne CI/CD, on voit beaucoup de choses passer. On voit entre le moment où le code est produit, qu'il est commité, qu'il se balade dans la chaîne et qu'il est déployé, on voit quels sont les codes qui sont plus ou moins bons. Donc on est capable tout de suite, et ça c'est très intéressant quand on a construit une plateforme de ce type-là, de dire tiens, je détecte que tel développeur il semble avoir un taux de rejet un petit peu plus important, donc je vais l'envoyer dans ma Cloud Academy sur tel module parce que je sais que ça peut l'aider. Et ça, c'est des liens qui sont difficiles à faire, mais c'est là où on a l'avantage de faire une plateforme. De la même façon qu'avec la GenAI, maintenant, on voit que l'amélioration au code aussi, ça peut donner des bonnes intuitions et ça peut aider. C'est un peu comme un correcteur orthographique du code. Donc, on a des axes et c'est tout aussi important d'avoir le bon langage que d'aider le développeur et de l'expérience utilisateur, enfin, ce qu'on appelle le DPI, le Developer Productivity Enhancement. Ça va de pair avec le SRI qui va aider à avoir la bonne plateforme et qui va, donc les deux composantes du DevOps. C'est évidemment plus simple de faire du DevOps de façon extrêmement intégrée dans une équipe, ça va très vite. Mais là où on va créer un vrai gain en termes de maturité, c'est quand on va massifier chacun du Dev et du Ops
et de garder la capacité d'intégration en faisant du self-service, mais en étant vraiment extrêmement performant avec cette masse critique pour fournir les bons outillages. Et moi, je crois beaucoup au couple entre le type d'environnement et pousser le Rust autant que possible, c'est ce que fait AWS ou ce que font d'autres vendeurs de cloud, et aussi de bien former en continu, de bien observer et surtout d'améliorer le lien social entre les développeurs pour qu'ils partagent les bonnes pratiques et que nous, en termes d'Ops, on ait avec la chaîne CI/CD toute la visibilité pour aider et vraiment orienter là où ça fait du sens. Donc c'est plus une dimension sociale que technique. C'est un sujet passionnant, je ferais bien tout un épisode du podcast juste là-dessus. Green, alors, peut-être un autre sujet, mais oui. Mais non, mais on voit que tout est intriqué, tout est mélangé. La partie green, la partie coût, la partie responsabilité sociale, et puis on parlait de Rust aussi, il y a l'aspect performance, l'aspect sécurité. En général, tous les langages compilés, fortement typés, offrent un niveau de sécurité plus élevé parce que le compilateur peut attraper plein de bugs au moment de la compilation, ce qu'on peut pas faire en Python et en JavaScript. D'ailleurs, je fais un hook, il y a eu un talk à ce sujet au Summit AWS de Paris en avril de cette année par quelqu'un de la communauté, Jérémy Rodon, qui est déjà venu dans le podcast, qui est AWS Hero, et qui a parlé justement de ses avantages de Rust. Je vous mets les liens vers son talk, vers la vidéo de son talk dans les notes du podcast. Donc, 5 façons d'être plus vert. Aller dans le cloud, moderniser ses applications, utiliser du hardware, du matériel qui consomme moins d'énergie comme les processeurs dédiés Graviton, la responsabilité des développeurs, on en a parlé. Et puis la dernière, la donnée, l'éléphant in the room, surtout en ces jours où on parle de GenAI et d'entraînement de large language model. Je me souviens, il y a quelques années, les médias faisaient les choux gras du coût de stockage ou de l'effet carbone du stockage d'un email dans sa mailbox qu'il fallait pas garder. Aujourd'hui, à l'heure où on entraîne des large language models à l'appel, ça me fait doucement sourire. Quelles sont les responsabilités des data analystes, des data ops également dans le green? Ce qu'on peut dire déjà sur cette logique de données, il y a données et données, c'est-à-dire que déjà, au-delà même de savoir si on doit garder la donnée ou pas, ça c'est une décision d'entreprise, sur la logique de la policy, je pense que Patrick pourra en parler, il y a aussi la façon dont on stocke. Donc typiquement, un format CSV ou un format Parquet, il y a mais c'est incommensurable la différence d'espace de stockage associé à la même donnée. Donc je pense qu'il y a déjà une responsabilité qui est très simple, c'est utiliser le bon format de stockage. Ça, c'est déjà important. Deuxième élément que je veux garder aussi en tête, c'est que il faut faire attention au transfert de frugalité. Ou transfert en fait de pollution, si on veut dire. C'est-à-dire qu'on peut dire, ok, maintenant je vais décider de baisser mon stockage et donc je vais garder que les données brutes. Mais inversement, quand je vais avoir besoin de la donnée calculée ou agrégée, en fait, je vais devoir utiliser du compute pour recréer la donnée. Donc, il faut aussi garder en tête la totalité de la chaîne de la donnée et la durée de vie de la donnée. Et donc, après, si on doit donner l'exemple très concret, Amazon S3, c'est énormément de saveurs différentes d'Amazon S3. Amazon S3 standard, par défaut, déjà on mirror dans une AZ et en plus on la copie sur les 3 AZ. Donc, est-ce que les menus de la cantine ont besoin de S3 standard? D'être répliqué 6 fois. Voilà, exactement. Donc, on est dans une logique où il faut se poser la question, est-ce que je fais du one zone? Est-ce que je fais de l'infrequent access en plus? Parce qu'il n'y a pas que le stockage, il y a le compute en frontal. Tout ça, c'est des choses qu'on met à disposition au travers du fameux 6e pilier du well architected. Moi, pour compléter ce que tu dis, parce que je suis totalement d'accord, c'est déjà il y a quelque chose qui est implicite un petit peu chez les vendeurs de cloud et qui est remarquable. C'est par exemple, j'ai un bucket S3 depuis très longtemps pour mon usage personnel. Il a changé probablement 3-4 fois de matériel et j'en suis absolument pas au courant. Et ça, c'est remarquable. Ça veut dire que ça, c'était une difficulté dans le cloud privé. Quand on faisait des migrations entre générations de données et de matériel, on avait ce problème-là. Là, je reviens toujours au matériel, mais ça veut dire que j'imagine que ce bucket S3 qui a été créé dans les années 2010, il a été transporté sur des processeurs qui sont beaucoup plus efficaces énergétiquement, etc. Donc, il y a aussi ce gain-là qui s'ajoute à ce que tu viens de dire. Bon, après, il y a un fil conducteur dans les 5 items qui est vraiment très vrai au niveau de la donnée. C'est la gestion de l'incertitude et la sorte de révolution de modèle mental que l'on a à faire dans l'informatique pour gérer ça. Parce que, par exemple, dans le premier point, passer au cloud, on sait qu'il y a toujours cette incertitude, cette résistance au changement. Dans la modernisation, dans les modifications de code, etc., on a toujours, par exemple,
quand on mesure ou quand on essaye de mesurer, on évalue l'énergie qui est consommée dans le cloud public, il y a une forte incertitude. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est sur quelques dizaines de pourcents. Et ça rend les gens très inconfortables. Bon, sur la donnée, c'est exactement ça, magnifié plusieurs fois. Parce qu'on a toujours peur de perdre de la donnée. C'est toujours plus facile d'en ajouter. Ça coûte tellement peu cher de stocker de la donnée. C'est la peur de manquer. Hein. Je prends un exemple très concret. On utilise un Datadog, par exemple. Datadog, c'est un super outil. Avec Datadog, c'est très facile de stocker des logs. Et puis après, quand on a beaucoup de logs et que c'est signifiant, ça nous permet de faire des analyses de performance applicative où, après coup, on s'aperçoit que, tiens, tel incident, on aurait pu le détecter si on avait analysé tel log. Donc, on fait des corrélations. Et puis, au bout d'un certain temps, c'est assez classique, un responsable applicatif se rend compte que ça coûte cher. Donc, et puis, c'est pas green. Donc, et c'est là où on se dit, qu'est-ce qui est vraiment pertinent, quelles sont les stats? Et on ne sait pas, en fait. Il y a toujours un degré d'incertitude. Donc, en fait, avec le Green IT, ce qui est intéressant, c'est que ça nous pousse à changer d'un modèle très causal où chacun est vraiment est en train de construire le raisonnement de quelles sont les origines des causes et de façon très certaine quelles sont les conséquences. Un modèle qui est beaucoup plus fluctuant, où pour être performant, il faut tenter, il faut expérimenter, il faut le faire très socialement, et puis surtout, il faut avoir une ambition, mais il ne faut pas trop s'attacher à la mesure à un instant T, parce qu'on sait qu'elle va être fausse. Donc nous, ce qu'on fait comme démarche, c'est de se dire dans toutes ces approches, c'est de se dire, bon, on se donne une ambition lointaine, on va essayer de faire le premier pas ensemble, on essaye de le faire vraiment avec un maximum de parties prenantes. Donc c'est là où c'est important d'être très social dans l'approche, mais on n'a pas la vérité infuse. On va tenter des choses et on va peu à peu améliorer une démarche en continu, parce que c'est impossible de tracer une trajectoire de A à Z qui soit complète et qui marche. Personne ne sait le faire, en fait. Donc, collectons toutes les données possibles. Si on ne sait pas ce qu'on va en faire aujourd'hui, peut-être que ça sera utile demain. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus ou de moins en moins. Quelle est la tendance dans les entreprises? De plus en plus. Évidemment, c'est tellement facile de stocker. On parlait de l'effet rebond avec le cloud. Je dirais même que c'est l'effet Cobra, quoi. C'est l'effet où ça crée des effets vicieux parce que c'est tellement facile de faire de la surqualité qu'en fait, on oublie la frugalité. Et peu cher. Enfin, le coût marginal, je veux dire, est relativement faible. Comment vous voyez le futur de l'IT verte? Évidemment, il y a un mouvement vertueux qui était engagé il y a plusieurs années, qui était décrit très en détail là maintenant pendant les dernières 40-45 minutes. Est-ce que vous voyez ce mouvement s'accélérer? Est-ce qu'il y a des changeurs, des gaps technologiques qui arrivent? On a parlé un tout petit peu de l'augmentation de puissance nécessaire à cause des GPU. Est-ce qu'il y en a d'autres? Peut-être Patrick pour commencer, Philippe pour terminer. Oui, un message d'espoir, ça progresse tous les jours. Non, mais c'est un domaine qui bourgeonne. En France, dans la sphère francophone, en tout cas, on a une certaine progression très intéressante ces dernières années. Je mesure en 7-8 ans, le Green IT est passé d'un espèce de concept à quelque chose qui commence à être un peu plus expérimental et qui commence à apporter des choses. Moi, ce que je vois comme nouvelle frontière pour garder l'avancée, nous, par exemple, on s'est construit une capacité pour être capable d'évaluer à peu près le type d'impact énergétique de tel ou tel type de workload. Bon, ça, c'est en général, on prépare notre Terraform, on constate après coup, à partir des différents outils dans les différents clouds, ce que l'on consomme. Bon, ce que l'on essaye de faire comme pas futur, c'est de se dire, comme on a le Terraform, comme on est capable de calculer à partir du Terraform, pourquoi pas le calculer a priori? Pourquoi pas être capable de calculer avant qu'on crée le workload, quel va être le type d'impact, puisqu'on est capable de le deviner par rapport à toutes les statistiques qu'on a déjà assemblées. Donc ça veut dire être dans la chaîne CI/CD, être capable de remonter jusqu'au développeur pour lui dire, quand tu vas créer ton code, dès le début, je vais te donner une idée de quel est le type d'éco-score que tu vas avoir avant même que tu finisses ton code, avant même que tu le déploies. Et ça, le meilleur workload, c'est celui qui n'est pas déployé, c'est celui qui consomme rien. Donc évidemment, ça coûte un petit peu de transactions pour être capable de faire ces extrapolations et ces prévisions. Mais c'est très intéressant dans le futur d'être capable de remonter la chaîne et d'équiper et de responsabiliser, d'aider le développeur le plus en amont possible. Donc ça c'est un premier axe. Après, le deuxième axe, c'est pour moi le green, c'est très intéressant. Alors c'est pas mon travail principal, hein. Moi c'est plutôt un hobby personnel et c'est quelque chose auquel je crois. Mais moi je suis là pour assurer la sécurité et le FinOps de l'équipe. Mais l'idée c'est très intéressant en termes d'ingénierie sociale sur les équipes
Déjà parce que c'est des choses qu'on n'a pas apprises à l'école. Ces domaines n'existaient pas quand ma génération était à l'école. Alors, maintenant, je fais partie des plus anciens. Mais l'idée, c'est même les jeunes qui sortent de l'école, ils n'ont pas vraiment vu ça. Donc là, on ne peut le faire, on ne peut être performant sur le green et on ne peut appuyer cette démarche-là que si on est vraiment dans une démarche d'entreprise apprenante réelle. C'est-à-dire qu'on crée du lien social entre les personnes pour échanger sur les pratiques et bien au-delà de l'entreprise, comme je fais là avec vous et pour partager largement. Et je suis ravi de partager. Si les gens veulent me contacter sur LinkedIn pour continuer, il n'y a aucun problème, c'est avec plaisir. Et avec Philippe, qu'on adore partager là-dessus. Et au sein de l'entreprise, de s'assurer que vraiment, on partage et qu'on s'améliore. Et ça, c'est très intéressant pour la progression de l'entreprise. En fait, on a la chance, en France, d'être parmi les pays les plus conscients de ça. On a une culture du Green IT, d'ailleurs, qui est aussi extrêmement effervescente d'un point de vue associatif et compétences. Et je peux le voir, moi, de par aussi les relations que j'ai au niveau international avec mes collègues et confrères en interne. Clairement, on a une vraie chance d'avoir un vrai savoir-faire. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce savoir-faire, il commence à être de plus en plus, finalement, à pénétrer de plus en plus les entreprises, à s'imprégner à quels que soient les niveaux. On voit aussi que ça fait partie, il parlait de génération, Patrick, fait partie des préoccupations extrêmement importantes des nouvelles générations. Et ça fait partie aussi des choix dans le fait que la marque entreprise soit attirante ou pas pour les développeurs. Donc tout ça, ça fait qu'on a de l'espoir. Par contre, effectivement, notre combat au quotidien avec Patrick, c'est le fameux paradoxe de Jevons, dont tu parlais, Sébastien, tout à l'heure, cette logique d'effet rebond, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on garde le facteur 5 dont on parlait tout à l'heure, qui peut d'ailleurs être encore augmenté dès lors qu'on va vers de la modernisation et les bons usages. Il est réellement important que à chacune des étapes du cycle de vie, petit à petit, on converge vers, alors pas une frugalité, parce que on a toujours l'impression que c'est une logique de punition derrière. On fait non, c'est vraiment faire plus avec moins, et c'est tout à fait possible aujourd'hui. Vous étiez au Summit de Paris AWS en avril également, tous les trois. Tous les trois, parce que vous étiez trois, si je ne me trompe pas, avec Philippe Grasse. La session s'appelle Agissez pour un numérique durable avec AWS, et je mets le lien vers la vidéo évidemment dans les notes de ce podcast. Messieurs, merci. Philippe Demaison, responsable du développement durable chez AWS en France. Patrick Fulop, VP Cloud Operations chez Thales Digital Identity. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast en français d'AWS jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le vertement, vertueusement.